Bonjour à tout le monde, bonjour Jacques, bonjour Karel. Bienvenue dans cet nouvel épisode de l'éclairage de Jacques Cheminade. On va discuter aujourd'hui de l'action qu'on lance à l'occasion des municipales, qui concerne un sujet qui rassemble une large majorité de la population, mais que les partis politiques sont incapables de poser comme priorité dans le débat public. C'est la question de l'aménagement du territoire et l'impératif de gouverner la finance. Est-ce que tu peux nous présenter cette action et ce manifeste qu'on publie aujourd'hui? Bonjour Rémi, bonjour Karel, bonjour aux élus, et à ceux qui ne sont pas élus. Alors, l'État doit être un État stratège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service public doit être présent sur l'ensemble du territoire et avoir les moyens de le faire. Pour avoir les moyens de le faire, il faut qu'il y ait une pression. Il faut qu'il y ait des gens qui s'organisent pour cela. Ce manifeste vise à rassembler les gens qui s'organisent pour cela. Dans une situation où l'État ne joue pas son rôle et où il n'y a pas au centre un dispositif qui assure un crédit pour les territoires, une banque nationale qui assure ce crédit, et il n'y a pas non plus un suivi de ces efforts. C'est-à-dire qu'il y a une grande dispersion. Et il y a un État qui s'est dépourvu, qui s'est appauvri, qui n'a plus son rôle de stratège, qui est une somme de tactiques, mais pas une stratégie. Donc c'est là que nous intervenons en disant il faut que les gens se rassemblent pour réfléchir sur cela et qu'ensemble, ils prennent le gouvernail, parce que l'État l'a abandonné, et qu'on crée les moyens pour que monte cette volonté des gens que la France soit réellement dirigée, et dirigée dans un sens qui soit pour l'intérêt de tous. Avant qu'on passe à la situation des communes, les mesures clés demandées par le manifeste? C'est qu'il y ait une banque nationale, qu'il y ait une politique de crédit public et qu'il y ait une présence sur tout le territoire des efforts de la nation. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je crois qu'il faut le dire tout de suite. On a une caisse des dépôts et consignations, avec ses branches, qui sont la Banque des territoires et la Banque publique d'investissement. C'est insuffisant. Il faut une vraie banque nationale qui irrigue les territoires. C'est insuffisant parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, et c'est insuffisant parce qu'on a imposé un mode de fonctionnement de banque privée à la Caisse des dépôts et consignations. C'est la loi Pacte. Aujourd'hui, c'est la grande inquiétude des maires qui vont se réunir bientôt là, dans leur congrès où le président va venir se montrer, parce que ils sont face à beaucoup de responsabilités et de moins en moins de moyens. J'ai ici amené donc un graphique qui montre la baisse des dotations. Vous voyez quand même une baisse de 14 à 13 milliards de coupes, parce qu'on a voulu donc, il faut que la France paye sa dette, et en fait on a passé une grande partie de cette dette à des gens qui sont absolument pas responsables pour cet endettement. Donc ça a conduit une situation où, à croire la presse, alors qu'en 2014 il y avait 35% des maires qui voulaient plus se représenter, aujourd'hui le nombre passe à 40%. Donc les maires qui sont un acteur essentiel dans ce que tu dis Jacques, qu'est-ce qu'ils pourront faire et qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Les maires sont 3 fois victimes. La dotation globale de fonctionnement a été diminuée. Alors, il y a des péréquations, mais elles ne sont pas verticales, elles ne sont pas assurées par l'État, elles sont horizontales, c'est-à-dire qu'on prend à certaines communes pour donner à d'autres. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un développement mutuel. On crée aux uns pour donner aux autres. Des habits Paul pour habiller Pierre. Voilà. Après, les maires n'ont plus la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle ne sera plus payée, elle n'existera plus. Mais Macron. L'État dit qu'il compenserait. Alors, comment compenserait-il? Il compenserait avec le foncier, la taxe foncière, pour les communes. Mais alors, c'est les régions qui l'avaient. Alors, on dit aux régions, vous aurez une partie de TVA. Mais une partie de TVA, ça dépend de l'État. Les régions ne pourront plus fixer ce qu'elles ont. Donc, c'est, encore une fois, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et enfin, il y a une troisième chose, c'est qu'il n'y a plus de grands travaux, en réalité. Donc, ces grands travaux qui permettaient d'irriguer l'ensemble du territoire. Ce qui fait qu'au niveau des communes, on voit des maires qui doivent recourir au bénévolat, ou parfois le maire lui-même qui doit s'occuper de l'entretien d'un fossé, d'un chemin. La secrétaire de mairie doit faire elle aussi des actions sur le terrain. Bref, il y a
La débrouille, c'est la débrouille qui remplace quelque chose où la mairie était capable d'avoir un expert pour la voirie, d'avoir quelqu'un qui assurait tout le nettoyage des rues, etc., etc. Donc il y a une débrouille par rapport à un État qui n'assure plus les moyens de faire certaines actions. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur la loi NOTRe? Parce que autant les citoyens des villes ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe, mais alors, ça a été quand même grave. La loi NOTRe, c'est ce que j'appelle la métropolitisation. C'est favoriser les métropoles aux dépens des autres communes, en espérant que on crée une impulsion financière à partir de la métropole qui développe le reste. On pense qu'il y aura un ruissellement. Mais là, il n'y a pas plus de ruissellement qu'il y en a dans le domaine social. C'est une escroquerie. En réalité, la métropole ne ruisselle pas vers les autres communes, elle tend à absorber. Et ça a été dit, et j'ai ici la citation, dans un rapport des députés Thibault Bazin et Jean-Claude Leclabar, qui nous disent « La théorie du ruissellement, présumant de fortes retombées économiques de l'activité des métropoles, n'est pas vérifiée. Une véritable refondation des relations ville-campagne s'avère nécessaire. » Donc ça, c'est la conséquence de cette loi NOTRe qui porte atteinte au principe de solidarité nationale, il faut le dire. C'est pour ça que nous sommes pour la suppression de la loi NOTRe, ou la réécriture, plutôt. Ces réformes-là, c'est sûr que c'est la conséquence de l'abandon du rôle de l'État stratège. Pour donner une idée, entre 1980 et 2013, les services publics, les bureaux de poste ont été diminués de 36%, les gendarmeries de 13%, les gares de 30%, les maternités de quasiment 50%. Comment s'est détricoté cet État stratège depuis 40 ans, 50 ans? Parce qu'on est dans un ordre financier qui, pour tout, examine ce qui rapporte et ce qui ne rapporte pas. Et on ne le dit même pas. Philippe Laurent, le maire de Sceaux, a dit « il faut nous dire là où ça coûte, là où ça rapporte ». Ben non, on ne le dit même pas. Et souvent, en multipliant les textes, on crée un système où l'État essaye de mettre en coupe réglée progressivement les communes et l'ensemble du territoire. Et la loi NOTRe, c'est la traditionnelle organisation française du territoire, État, département, commune, qu'on tend à remplacer par région, Europe et intercommunalité. Et là, dans l'ensemble de ces nouvelles choses mises en place, il n'y a plus les traditions démocratiques et l'organisation avec les gens qu'il y avait auparavant. Et ce qu'on voit sous forme de régionalisation en France, c'est en réalité un plan qui depuis longtemps est prévu par les autorités européennes, qui est l'Europe des régions. Et c'est ça qu'on a mis en place. On n'a pas mis en place frontalement, parce qu'on menaçait d'en terminer avec le département, d'obliger à faire partout de très grandes communes. Ce que l'Europe voudrait, c'est 5000 communes en France. Il y en a 34 000 maintenant, il y en a 2000 de moins qu'auparavant. Et cette vie communale, elle est essentielle au pays. Parce que c'est en montant à partir de cette vie communale, utilisée comme un tremplin, qu'on pourra changer les orientations de la vie nationale. Et ça, c'est le contexte de notre manifeste, dans lequel on veut que dans les divers conseils municipaux qui seront élus, il y ait une ou deux personnes qui portent cette idée, qui portent ce sens nouveau de la politique en France. Parce que concrètement, il y avait, dans les 30 Glorieuses jusqu'aux années 70, il y a la série de vidéos qu'on a faites sur, il faut vraiment que vous compreniez, qui développe comment la politique monétaire est passée des mains d'un État stratège à celui des marchés et de politique qui était là pour gérer. Est-ce que tu peux rapidement résumer ce qui ont été les étapes principales de cet abandon de milliards d'investissements? Ça a été à l'époque Alcatel, c'était le nucléaire, c'était le TGV, c'était toute cette force économique de l'État. Oui, ça a été commencé à être imposé de façon systématique après l'adhésion de la France à une fausse Europe, 82-83, Mitterrand, et puis en même temps, par Delors et Mitterrand,
le début en France d'une banque universelle, d'une banque qui ferait tous les métiers. Alors, ça s'est fait progressivement, ça s'est mis en place que progressivement. Il y a eu les différentes étapes, surtout à partir des années 90. On a vu l'Indo-Suez, Paribas, toutes ces banques prospérer et prendre la substance économique de l'État, peu à peu, de façon progressive mais systématique. Et s'est mis en place ainsi un système qui n'était plus celui que nous avions à la Libération, où on avait une banque nationale et les grandes banques de dépôt nationalisées. Pas toutes, hein, mais les plus grandes. Et on est passé à un système où l'État perdait ses instruments. Et on l'avait d'autant plus perdu qu'auparavant, avant, disons, les années 60-70, il y avait un réseau du Trésor, un système du Trésor, c'est-à-dire que les banques devaient porter obligatoirement certains bons du Trésor dans leur investissement. Ce qui dit que les banques devaient assurer de cette façon un financement de l'État. Cela est tombé, et puis ensuite, tout est tombé à partir de 82-83 dans cette organisation publique du financement. Tout est tombé à partir de là, sous le prétexte de l'Europe, d'une fausse Europe. Parce qu'on disait que les banques françaises devaient être compétitives avec les autres grandes banques européennes. Donc l'espace européen justifiait, c'était le prétexte idéal pour mettre en place ces on mastodontes. pensait déjà avoir, dans un temps à venir, pas tout le monde, mais les gens qui étaient en place pensaient à une banque centrale européenne qui allait dominer l'ordre bancaire. Et finalement, on a vu qui arrivait à la tête de cette banque centrale européenne, des gens qui n'ont pas assuré le développement des territoires, ni en Europe, ni en France, ni partout ailleurs dans cette Europe-là. On a vu une Europe qui, peu à peu, s'organisait de façon financière et pas de manière à irriguer, à développer les territoires. Donc, Macron a parlé de souveraineté européenne, ça n'a aucun sens. D'abord parce que les peuples n'en veulent pas, et ensuite et surtout parce que cette pseudo-souveraineté européenne a été la souveraineté du financier. C'est ce qui s'est passé. Et la seule souveraineté aujourd'hui est une souveraineté nationale dans laquelle on peut contrôler ce qui se passe, à condition que les nations s'associent entre elles pour de grands projets. Les impératifs de développement économique aujourd'hui en France? Il y a beaucoup de pistes. La plus choquante, c'est Aropa, le Havre ou en Paris. Elle est choquante parce que Édouard Philippe a été maire du Havre. Et il n'a pas été fichu de faire une liaison ou de se battre pour qu'une liaison soit faite entre Paris et Le Havre qui fonctionne. Le train met plus longtemps aujourd'hui pour les passagers, quelques minutes de plus, 2 ou 3, qu'en 1937 pour aller de Paris au Havre. Donc la voie est en très mauvais état. Donc il faut faire quelque chose. Il faut aussi ouvrir l'espace intérieur à l'espace extérieur. Ça s'appelle une chatière, ce qui permet aux bateaux de rentrer dans un bassin directement en contact avec les canaux et la voie ferrée. Et faire quelque chose de cette voie. Alors c'est ici que la technologie de pointe rencontre la nécessité de l'aménagement du territoire. Parce qu'on peut utiliser les voies ferrées existantes pour transporter les conteneurs, qui demandent moins de vitesse, et d'autre part, faire un transport pour les passagers extrêmement rapide avec ce qu'on appelle le space train, c'est-à-dire c'est l'aérotrain de Bertin adapté au XXIe siècle. Dont tu as rencontré l'équipe dont j'ai rencontré l'équipe, oui, et qui sont des gens qui se battent pour cela, sans être vraiment soutenus par l'État. Et un jour, si on ne fait rien, ils finiront par partir en Amérique ou à Singapour ou en Chine. Est-ce que ce projet-là aurait une répercussion sur toute la pensée, toute la structuration du transport en France? Oui, ça pourrait, il faut penser le transport comme un tout. Les canaux pour les pondéreux, pour ce qui est lourd, hein. Seine-Nord, donc Carrel a toujours défendu ce projet. Ensuite, à canaux aussi la fameuse patte d'oie au centre de la France, qui permettent aux différents canaux venant de la Méditerranée, allant vers la mer du Nord et avant vers le centre de l'Europe, de converger, donc d'avoir ces canaux au centre de la France. Il n'en faut pas énormément, c'est plusieurs dizaines de milliards, mais ça n'atteint pas des sommes vertigineuses. C'est une nécessité. Et puis une rentabilité derrière qui est... Une rentabilité énorme derrière. Donc, il y a les canaux. Il y a les voies ferrées. Alors, on a des TGV. Les TGV utilisent leur propre ligne, mais ils ont un problème par rapport aux TGV chinois, ils ne sont pas sur pylône. Donc, ils coupent le territoire. Et il faudrait une modernisation dans certains des TGV pour permettre un aménagement du territoire.
Et surtout, il y a les TER. Alors, on a abandonné les TER, les trains régionaux. Donc là, il y a tout un travail à faire pour remailler le territoire et recréer ces trains régionaux. Et il y a la route. Donc la route, on l'utilise beaucoup trop. Les camions devraient être utilisés avec des points nodaux pour transporter les livraisons à des stades finaux, des trajets, 50, 40, 90 km. Donc il faudrait une coordination de ça, mais il n'y en a pas. Et pour des raisons diverses, on a favorisé le transport par route, et maintenant il y a beaucoup de petits transporteurs routiers qu'on ne peut pas laisser tomber. Donc il faudrait prévoir comment on organise la reconversion. C'est tout un travail de réflexion sur ces différents modes de transport. Et maintenant, je dirais, pour ceux qui se sentent une fibre écologiste, que le transport par avion devrait être réduit à des distances d'au-delà de 1500 km pour des transports extrêmement rapides. Pour le reste, il faut le train, et essentiellement le train grande vitesse ou les trains pour marchandises, les transportant directement comme de Paris au Havre. Donc l'idée, c'est de penser comme un tout. Aujourd'hui, on pense, c'est ça l'état stratège, c'est pas penser chaque détail, c'est penser comme un tout. Et ça implique, ce que tu dis Rémi, c'est qu'il faut un état stratège et qu'il y a une notion de service public. Comme on l'a fait pour l'électricité, pour l'eau, ça devrait être la même chose, par exemple, pour l'accès au numérique de bonne qualité, de haut niveau. Parce que si on veut, par exemple, avoir ces transports du futur, voilà, par exemple la 5G, on ne peut pas attendre. Il y a maintenant des pays, par exemple comme la Belgique, qui sont en train de s'équiper à tout va pour avoir la 5G, parce qu'ils ont peur que leurs entreprises vont partir à l'étranger, c'est-à-dire ils vont s'installer là où il y a accès dans des bonnes conditions de cette 5G. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes. Pour l'instant, ce qu'a fait la France, c'est elle a fait comme pour les autoroutes, c'est-à-dire qu'on a donné des concessions à des entreprises privées qui installent l'accès au numérique là où c'est rentable pour eux, c'est-à-dire financièrement à court terme. Alors que la vision de l'État, c'est le long terme. Alors, il faudrait, nous l'avons défendu au cours de la campagne présidentielle, un service public du numérique. Si on veut arriver à faire très vite la 5G, les Chinois pensent déjà à la 6G, mais ça c'est une autre affaire. Donc, si on pense en termes de vitesse de transmission, pour passer de la 3G à la 4G, c'est 500 fois plus rapide dans la 4G. Et de la 4G à la 5G, c'est 100 fois plus rapide dans la 5G que la 4G. Donc, si on fait entre la 3G et la 5G, on s'aperçoit que ça fait beaucoup plus vite. Donc, pourquoi c'est nécessaire d'aller plus vite? C'est parce que la transmission en temps réel permet de créer des automatismes qui sont nécessaires, il faut mettre en place. Alors, ça suppose que toute une partie des choses puisse être mise sur automatisme. Ça suppose qu'on le fasse avec quelqu'un, et c'est là que Huawei joue ce rôle en Europe. Et on ne veut pas penser que les Américains veulent attaquer Huawei pour l'empêcher de jouer en Europe. Je n'aurais pas des pensées aussi désagréables vis-à-vis des Américains. Mais il doit jouer un rôle. Alors, évidemment, pour ça, il faut s'entendre avec la Chine. Et c'est là où l'international et le national se recoupent. Et on doit avoir une véritable politique de souveraineté pour intégrer Huawei, pas aux conditions de Huawei, mais aux conditions que nous voudrions être les nôtres et que nous voudrions négocier avec Huawei. Oui, parce que jusque-là, on a été dépendant des Américains pour le numérique, jusqu'à avoir l'utilisation de Windows aux quartiers généraux de l'armée française. Microsoft. De Microsoft, oui. Donc, passer des Américains aux Chinois, bon. Oui, de toute façon, dans ce domaine, c'est un domaine où on est dans l'international. Alors, que peut faire un pays comme la France? Il peut investir un secteur et créer une capacité de nuire qui donne une force. Il peut aussi, à l'échelle de l'Europe, il y a un projet qu'on appelle, j'ai dit, Joint European Disruptive Initiative, les initiatives européennes de techniques disruptives, c'est-à-dire tout ce qui est en avant dans le numérique un peu partout. D'ailleurs, Claudie Aigneret s'y intéresse. Et c'est là qu'on touche à un autre domaine. C'est le domaine de l'espace. Comment l'espace de l'aménagement du territoire et l'espace aller plus loin, l'espace, la Lune, Mars, on peut parler, se rejoignent avec l'intérêt que présentent ces technologies pour agir en temps très rapide. Parce que si vous organisez un transport et vous faites un bon maillage, vous avez, que ça se passe vite, que des trains, c'est vite. Donc, que ça se passe comme ça vient d'arriver dans un passage à niveau dans les Vosges. Il faut faire vite. Et dans l'espace aussi. Pour qu'il y ait un rover quelque part, disons sur Mars, il faut que la transmission
qui prend 15 minutes avec la Terre, eh bien, il faut qu'il ait une intelligence artificielle et qu'il soit capable de faire vite et qu'il soit là-bas. Donc il y a tout un domaine où ces technologies de pointe doivent être utilisées pour des projets physiques humains et pas pour permettre d'investir en bourse et de s'y livrer à des escroqueries mutuelles assurées, comme c'est le cas aujourd'hui. Les algorithmes dominent la bourse. Les robots prennent 95% des décisions sur la bourse américaine. En France, je ne sais pas, mais c'est beaucoup. Et c'est des algorithmes, on le voit si on examine les cours de bourse, on s'aperçoit que ça s'arrête à un moment, ça reprend à d'autres, de façon quasi mécanique. Donc c'est quelque chose de fou. Avant qu'on parle de concrètement comment on va reprendre le contrôle de la finance, parce que c'est quand même le problème auquel on se confronte aujourd'hui, auquel l'État se confronte, cette question des grands chantiers, là il y a le projet Europa City qui a été arrêté, qui est considéré comme un grand chantier. Alors est-ce qu'on devrait s'attrister de cette... Non, pour moi, Europa City n'est pas un grand chantier. C'est quelque chose qu'on construit en fonction de revenus financiers. Et on prend des terres agricoles pour financiariser. Ce n'est pas un chantier de développement intégré dans une politique d'aménagement du territoire. Parce que là, faut être clair. Touristique, tout c'était... C'était à la fois touristique, commercial, avec différentes formes de divertissement qui sont si chères à cette société qui est en train de devenir complètement financiarisée et de se détruire elle-même. D'ailleurs, dans l'immédiateté, dans le présent. Il faut penser futur, il faut penser grand projet pour le futur, qui porte vers le futur. Alors, pour ça, il faut rétablir une DATAR, une direction à l'aménagement du territoire et à l'organisation du territoire. Ce qui était en place Ce qui était en place auparavant. Ouais. Actuellement, maintenant, il y en a des restes, mais ces restes ne fonctionnent pas. Et il faut aussi définir ce qu'on fera en termes d'énergie. Alors, si on veut une vraie transition énergétique, on peut appeler écologiste si on en a envie, mais transition énergétique, il faut des réacteurs de génération nouvelle dans le nucléaire. Des réacteurs à sel fondu, à partir du thorium, et la fusion thermonucléaire du futur, et des réacteurs à neutrons rapides. Donc les neutrons rapides et les réacteurs à sel fondu, d'abord, puis la fusion thermonucléaire. Alors les réacteurs à neutrons rapides, on a bazardé Astrid, qui était le projet français. Et les réacteurs à sel fondu, il y a des gens qui travaillent à Grenoble très bien là-dessus, on ne le fait pas. Or, ces réacteurs, précisément, sont ceux qui peuvent détruire une grande partie des déchets. Les réacteurs, par exemple, à neutrons rapides, c'est le plutonium, et pour les réacteurs à sel fondu, le thorium, c'est toute une série de déchets. Donc, on ne fait pas, et on prétend être écologique. Oui, l'argument qui était donné, c'était de dire qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de réfléchir à recycler les déchets actuels, parce qu'on peut acheter l'uranium à pas cher. Oui, voilà. L'uranium est très très bon marché, parce qu'on a compris que la politique des financiers n'était pas une politique de l'énergie pour le futur, c'est une politique de gagner le plus d'argent possible avec une nouvelle dot verte, Green New Deal américain. Il y a l'exemple que tu voulais nous donner, Karel, sur le canal Seine-Nord et le rapport entre banques et grands projets. Oui, parce que s'il y a un exemple même de combien ça nous coûte de ne pas avoir du crédit public et de ne pas avoir une vraie banque nationale, c'est les délais et cette chose dont on parle depuis Charlemagne et qui devient quasiment une farce. Parce que là, le gouvernement, finalement, a annoncé qu'il y aura une convention de financement qui sera signée entre l'État et les collectivités donc, avant la fin de l'année. Et après, il y aura le début des travaux, ça sera en 2022, donc dans 3 ans, ou dans 2 ans. Et ensuite, voilà, pendant 6 ans, il y aura la réalisation du canal qui sera uniquement ouvert donc, en 2028. Voilà, donc 10 ans. Et encore, c'est parce que le Nord a mis le paquet, ils ont mis... La région Hauts-de-France a mis 1 milliard, plus d'1 milliard. L'Europe a mis 2 milliards, l'État a mis 1 milliard, et là on va bricoler quelque chose pour les 700 millions qui manquent pour clôturer le financement. C'est un montage par défaut, et ça prend un temps qui est grotesque. Ah oui. Ça serait fait en Chine, ça serait fait beaucoup, beaucoup plus vite, 2 ou 3 fois plus vite. Alors il faut dire, ah oui, mais ici on a des préoccupations écologiques, c'est vrai, elles sont légitimes. Mais elles n'empêchent pas d'aller beaucoup plus vite. Et si on ne va pas vite, c'est parce qu'il n'y a pas les finances, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'organisation, il n'y a pas d'État stratège.
Non, il faut voir, en 1995, Juppé a annoncé le début rapide des travaux. Sarkozy, en 2011, a annoncé le début des travaux. Il a même été sur place. Hollande a annoncé le début des travaux en 2017. Mais c'est la même chose pour l'Afrique. On a Africa Rail, par exemple, qui est un projet très intéressant. Si on pense au lien entre communes françaises et leur équivalent en Afrique, si on pense à tout ce lien. Et on avait un projet Africa Rail, qui est une boucle qui passe à la Côte d'Ivoire et qui fait tout le tour autour du Niger et qui avait finalement de l'autre côté vers le Togo. Ben, toute cette boucle, ben, on ne le fait pas. Et c'est depuis 2003 qu'il y a tous les plans et qu'il y a les accords des chefs d'État africains. Donc c'est la même chose partout. C'est la même chose au niveau, en France, d'un projet dans une région comme celle-nord, et c'est la même chose vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est la même chose que ressentent les maires dans les communes. Il y a un dénominateur commun dans tout ça. Et les maires dans les communes disent ben, on remplace ce qu'on devait faire par le bénévolat. Alors on dit très gentiment aux maires, mais maintenant vous n'allez plus prendre de risques personnels, c'est la commune qui devra payer s'il y a tel ou tel dégât, tel ou tel problème. Et avant, c'est vrai, le maire qui allait voir si le panier de basketball tenait, devait y aller lui-même, ou alors, s'il tombait, il était responsable sur la tête d'un des joueurs. Donc, c'est une chose qui s'est produite. Donc, voilà, aujourd'hui, on dit non, c'est la commune. Mais c'est la commune qui va payer, qui va couvrir, c'est pas l'État. Donc, le maire sera couvert par sa commune. Donc, il n'y aura plus un problème pour lui, mais un problème pour sa commune. Donc, on a tous ces problèmes-là qui s'enchaînent, faute de vision à long terme. On va discuter maintenant donc concrètement comment on rend indépendant la parole politique vis-à-vis des marchés financiers, notamment par le fait de libérer ce chantage constant dû à l'obligation de l'État de se financer soit par l'impôt, soit par l'emprunt. On a fait un graphique sur le budget de 2018, sous l'ère Macron, qui montre ce que pèse l'intérêt de la dette dû à l'emprunt, aux emprunts constants depuis des années et des années, et ce qu'est le manque à gagner dû à l'évasion fiscale. Donc, quelle est cette importance et comment peut fonctionner, comment on peut implémenter aujourd'hui une banque nationale qui permette à ce que l'État puisse se financer également par création monétaire, investir. Alors, on peut le dire de façon un peu brutale. La dette de l'État, environ 42 milliards, plus l'évasion fiscale que personne... C'est la charge de la dette. Oui, c'est la charge de la dette, oui, c'est pas la dette totale de l'État, c'est la charge de la dette annuelle. Plus l'évasion fiscale, 80 milliards au moins, ça fait 120 milliards. Et nous disons qu'il faudrait au moins 100 milliards pour investir dans l'équipement du pays, dans l'aménagement du territoire, l'équipement économique et l'aménagement du territoire. Alors comment le faire? Comme ça, on ne peut pas le faire avec la nation actuelle, c'est impossible. Donc il faut créer ce qui permet de le faire. Ça doit être du crédit public. Mais pour avoir ce crédit public, il faut avoir quelque chose qui contrôle la capacité de l'émettre. Il faut une banque nationale. Et cette banque nationale ne doit pas être avec des inspecteurs de finances seulement ou des agents du Trésor ou des banquiers. Il faut une banque nationale où il y ait dans son administration des représentants de toutes les forces vives du pays et des travailleurs. Donc, c'est là quelque chose qui doit être révolutionnaire si on veut avancer. Sans ça, on ne peut pas avancer. Donc, banque nationale, crédit public, et évidemment, il faut les autres banques aussi qui coopèrent. Donc, pour cela, on prend celles qui ont possibilité de coopérer, les banques de dépôt et de crédit, et on les détache des banques qui investissent sur les marchés financiers. Il y a des études à faire pour exactement débrancher. Ça, c'est pas si simple. Et il faut les faire tout de suite, ces études-là. Tout de suite, et avec un résultat, une obligation de résultat dans les 3 à 6 mois. Et de cette façon-là, on a tout un secteur financier qui permet de financer vraiment le pays. Alors, évidemment, c'est la vieille phrase que nous avons tant citée de Georges Boris, le conseiller financier de la France libre, puis l'ami de Pierre Mendès France, qui disait « Si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État ». Et aujourd'hui, nous sommes dans un système monétariste dont la présidente s'appelle Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, qui a dit il faut continuer les taux d'intérêt négatifs, il faut faire des obligations vertes et financer toute une économie verte à venir, en accord avec les gens comme Michael Bloomberg ou Marc Carney, qui sont les grands financiers du monde et qui espèrent faire un énorme bénéfice sur ces choses-là. Donc on est dans l'aventure au lieu d'être dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, si nous on parle de faire de la création monétaire pour investir,
il y a déjà largement de la création monétaire tous les jours, aujourd'hui en France et en Europe. Bien sûr. Oui, mais c'est pas Bien sûr. clair pour tout le monde. Hein, Je crois que ça doit être... Si, parce que où ça vient et où ça va. Alors le problème, c'est où ça va. Pourquoi il n'y a pas d'inflation s'il y a tant de création monétaire? Parce que ça va dans ce qui existe déjà. Ça va dans ce qu'on appelle les actifs financiers, ou pas financiers, qui existent déjà. C'est pour ça que la bourse monte, ça va là. Et pas seulement. Il y a d'autres choses, d'autres éléments de spéculation. Ça va dans l'achat d'œuvres d'art dites modernes. Ça va, ça monte aussi, là, énormément. Et ça va, enfin, dans tout ce qui est l'immobilier, les spéculations immobilières. Et ces trois choses font qu'il y ait une inflation de richesse pour les riches, qui détiennent ces propriétés, et une déflation pour les autres, qui sont 80-90% du pays. Voilà. C'est comme ça qu'on voit l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. On voit l'immobilier flamber dans les métropoles et l'immobilier abandonné dans les campagnes, avec des maisons qui sont à vendre partout, des maisons qui perdent. Ce qu'on voyait aux États-Unis il y a 30 ou 40 ans se reproduit en Europe, parce qu'on a le même système. Ouais. Donc la séparation des banques pour faire le nettoyage, se redoter d'un système bancaire où l'argent ne part pas sur les marchés financiers, et un État qui, avec une banque nationale... Ou s'il y a des gens qui veulent partir sur les marchés financiers, qu'ils le fassent, mais à leurs risques et périls, et qu'ils soient mis en faillite. Ouais. Alors aujourd'hui, la plupart de ce secteur d'investissement dans le marché financier est en faillite virtuelle. La plupart seraient éliminés, ils sont en faillite. Donc il faut débrancher des banques, des grandes banques, des méga-banques, des grandes banques, tout ce secteur-là du secteur réel nécessaire au pays, qui sont le crédit et les dépôts. Ouais, parce que là, en 2013, donc, il y avait la réforme bancaire de Hollande. Hollande qui avait été élu grâce à ça, en bonne partie, en annonçant qui était son ennemi, le monde de la finance, etc. Il ne l'a pas fait. C'était pire que pas de réforme. C'est une réforme fake, un Fox. C'est une Fox, cette réforme. Donc voilà, une intox même. Donc elle n'était pas là. Les gens un peu sérieux la mettaient en privé, comme Valérie Rabault. Mais voilà, elle n'a pas été faite en réalité. Et les banquiers ont reconnu qu'elle n'avait pas été faite et que c'est très bien comme ça. Et ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne soit pas faite, et je ne veux pas ici mentionner de nom, ont très bien réussi en politique ensuite. Pour conclure, il y a beaucoup d'élus qui, sur la question de la Banque nationale, répondent leur inquiétude à voir l'euro être abandonné. Cette rupture avec l'euro, quoi en penser? Je crois que ce n'est pas l'inquiétude qui m'a fait, l'inquiétude, c'est pas possible dans le système de l'euro, et l'euro, on ne peut pas en sortir. Voilà ce qu'ils disent. Alors, évidemment, on peut en sortir. Pas pour sauter dans le vide, comme disent certains, ou veulent certains, mais avec un projet. Et tout notre manifeste, c'est ce qui est porteur de ce projet. Pas seulement dans notre pays, mais par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est là que ça s'articule. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et c'est là que les maires dans les communes ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne pensent par rapport à ce que peuvent faire remonter. C'est ça qui est si important. Bien, merci. Merci Karel, merci Jacques. Allez tout de suite sur le site du manifeste, le lire et surtout l'emmener avec vous, rencontrer les élus, rencontrer les candidats, leur demander de prendre position sur cette question-là, le signer, en faire parler, mais faisons le travail des partis politiques qui ne le font pas.